Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'histoire de la musique en province de Luxembourg. Podcast proposé par TVLux, à retrouver sur Spotify, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube en vidéo. Et donc, nous recevons plusieurs invités, dont aujourd'hui Eric Bussienne. Salut Eric, Salut, comment ça va? tout va bien, ou plus ou moins bien. Ça pourrait aller mieux, mais bon. Voilà, petite pause carrière, le temps de rétablir une épaule. On va justement parler de ta carrière sur plusieurs angles, effectivement. Peut-être commencer par ton intérêt pour la musique. Comment ça s'est développé, ça, au départ? Ah, comment cela est-il venu? Je pense que ce qui m'a aidé à rentrer dans le monde de la musique, c'est un copain de classe qui adorait Genesis. Et je ne connaissais absolument pas. J'ai commencé à écouter ces albums-là et je me suis mis un petit peu à la musique rock progressive que je trouvais très intéressante, un peu différente de ce qu'on pouvait entendre du rock classique pur et dur. Et ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Et à partir de là, j'ai développé un petit peu, j'ai essayé de découvrir. Et il y a eu ce célèbre discobus qui passait dans les différents villes et villages. Et donc à Attu, j'étais un fervent, j'essayais un peu tous les styles de musique, de Magma à des choses comme Focus, par exemple, des groupes un peu moins connus qu'on n'écoutait pas dans les radios. Et ça m'a permis vraiment de découvrir différentes facettes du rock. Tu côtoyais justement des gens qui écoutaient cette musique ou pas du tout? Vous étiez un peu... Il y avait des gens très intéressants. Je pense par exemple à quelqu'un qui a quand même été un pilier de la Maison de la Culture d'Arlon, qui s'appelle Pierrot Julien, qui connaissait bien le rock, qui m'a fait découvrir aussi des choses plus anciennes. Ça m'a permis vraiment de développer cet amour du rock, et comme je le dis, vraiment de différentes façons, avec différents styles de musique, parce qu'il y a énormément de styles de musique et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le rock. Est-ce qu'il y a eu un concert qui a été une révélation pour toi? Je pense à ce concert de The Cure. Est-ce que ça a été ouais, vraiment une explosion pour toi, ça, en te disant j'ai envie de faire ça? Il y a eu peut-être juste avant le fait que j'ai pu commencer à faire de la radio, à l'atelier radio d'Arlon, par le biais de Pierrot justement, que j'avais rencontré, qui m'a expliqué qu'il y avait un moyen de faire une émission. J'ai développé une émission qui concernait un peu les nouvelles musiques. On n'appelait pas encore cela la New Wave, c'est arrivé un petit peu après. Et grâce à cela, j'ai pu découvrir un petit peu ce monde-là, le monde des médias. Ça m'a permis aussi d'aller voir des concerts. Il y a eu Trust, il y a eu AC/DC. Ma première interview, c'était Peter Hamill. Je ne sais pas aussi, les gens se souviennent encore de Peter Hamill, Van der Graaf Generator, que j'ai fait en français. Ouais. Et il a accepté de parler en français. C'était sa toute première interview en français. D'accord, ok. Et ça a été pour moi un soulagement parce que je n'étais pas très sûr Oui. de la manière dont ça allait se passer avec l'anglais. Et puis, il y a eu ce concert hyper important de Cure, 31 octobre 1980, à Rodange, à la salle Blue Note, qui ensuite a accueilli nombre de concerts. Je pense à Motorhead, Téléphone ou d'autres. C'était euh, un, un nid pour découvrir vraiment toutes les musiques. Et ce concert de The Cure m'a permis d'abord de rencontrer Robert Smith, d'avoir une interview avec lui. Et il s'est passé un petit incident. Ah, Hein, raconte-nous. à la fin de l'interview, il y avait des fans qui sont venus. Il y avait entre autres des fans de Verviers, dont un Iroquois. Mhm. Et je pense que c'est la première fois que la sécurité voyait un Iroquois débarquer à un concert au Luxembourg. Ils n'étaient pas très contents. Ils ont voulu que ces fans sortent des lieux, sortent de la loge. Et Robert Smith estimait, lui, qu'il gérait la loge, qu'il était en quelque sorte propriétaire des lieux, Mhm. que ce n'est pas aux sorteurs de faire la loi dans les loges. Et du coup, ça a failli tourner à la bagarre. Tout le monde est sorti, y compris le groupe. Et sur le trottoir, Robert m'a demandé, Eric, do you know a good pub?
Et je lui ai dit, oui, j'en connais un, il vient d'ouvrir, ça s'appelle le Saxon à Attu, c'est à 3 kilomètres d'ici. Le seul problème, c'est qu'on doit franchir une frontière et vous mettez tout votre matériel dans la camionnette. Bon, ils sont venus, ils nous ont suivis. Je ne dis pas le nombre de personnes que j'avais dans ma voiture et le nombre de personnes qu'il y avait dans la camionnette. Ouais. On a un petit peu dépassé les normes. Et là, il m'a dit, just for one beer. À 3 heures du matin, ils étaient encore là, on a dû les sortir. On m'a dit que c'était une soirée festive, TV Voilà. oui, c'est ça. Et ça a été quand même un moment clé, un moment important. Robert payait des tournées, il mettait 500 francs belges. À l'époque, je pense que la bière était à 19 francs. J'ai arrondi à 20 pour faire le calcul. Oui. Je lui ai dit, avec ça, tu as 25 bières. Remplis le comptoir, me dit-il. Et que tout le monde s'abreuve. C'était incroyable. Ouais. Et ça a été vraiment une grosse révélation qui, à l'époque, a servi un peu de base au projet de groupe que j'avais envie de fonder. C'est-à-dire que toi, tu écoutais déjà la new wave avant ce concert ou c'est vraiment ce moment-là qui t'est dit ça, c'est un style qui me plaît en particulier? J'avais déjà vu The Cure avant, pas très loin, à Rethel, c'est à la frontière entre le Luxembourg, la France et l'Allemagne. Un concert intéressant puisqu'il avait les Clash qui jouaient à ce même festival, donc c'était aussi un groupe qui a compté beaucoup pour moi. Et je dois dire que disons que c'est le style qui a été révélateur parce qu'on s'est dit, c'est pas une musique si compliquée que cela, mais ce qui est important, c'est l'émotion qui passe dans cette musique. Et c'est ça qui nous a vraiment propulsés vers ce style. On est toujours, on le rappelle, ici à l'entrepôt pour l'enregistrement de ce podcast consacré à l'histoire de la musique en province de Luxembourg, toujours avec Éric Lucienne. Éric aussi, par rapport, tu disais, c'est un élément fondateur tout de même ce concert de Cure à Redange. Pour Dole, tu étais connu comme le claviériste de Dole. Comment ça... Une histoire d'amis au départ? C'est une histoire d'amis qui étaient originaires d'Attu, et puis quelques personnes qui se sont greffées par la suite, donc le chanteur, Jamie William, et le saxophoniste, qui n'est malheureusement plus là, Pierre Istas, 2 éléments très importants dans le groupe, évidemment. Et eux sont venus, je me rappelle d'ailleurs que la première discussion que j'ai eue avec Rémi quand il m'a confirmé qu'il rentrait dans le projet, c'était le jour des CDC, en attendant qu'ils arrivent avec tous les problèmes que l'on connaît et qui ont sûrement déjà été évoqués. Voilà, exactement. Donc là, on a décidé, allez, on y va, on se lance. Et je pense que le style musical est venu avec le concert de The Cure. Donc ça a été quand même 2 éléments moteurs en 1980. On a répété début 81. Et c'est en fait le 14 février 1980 qu'il y a eu la première répétition. Je me souviens très bien parce que Rémi était un peu, euh, un, un peu ennuyé. Il devait avoir un petit repas avec sa petite amie de l'époque. Et donc, on a quand même fait cette répétition. Ça nous a lancé. Le saxophoniste s'est fait attendre. Il arrivait pour la dernière. Avant notre tout premier concert, c'était le Band Contest en 1981. Avant cela, il faut aussi expliquer que les groupes s'étaient un peu fédérés pour qu'il y ait une manche de ce concours qui était organisé sur toute la Belgique, en province de Luxembourg. Sans quoi, nous aurions été propulsés vers Namur pour faire notre premier concert. Et finalement, les groupes ont créé une ASBL ensemble pour pouvoir organiser eux-mêmes la manche du concours. Vous avez bien compris l'intérêt déjà de se rassembler pour causer Voilà. un peu plus. Et ça a permis beaucoup de synergie entre les groupes à ce moment-là. Ça, c'était quand même quelque chose de très important. Que s'est-il passé? En fait, le saxophoniste avait une petite amie, préférait aller la voir les samedis plutôt que de venir répéter. Il a quand même compris l'intérêt, il est venu la veille du concours. Oui. On lui a joué 2 fois les 5 morceaux qui nous permettaient d'avoir 20 minutes
d'espace musical pendant ce concours. Et à la 3e fois, il a improvisé. Nous nous sommes réunis et j'ai été le premier à dire si on ne laisse pas jouer, si on ne laisse pas jouer demain, nous sommes ridicules. Parce qu'il amenait quelque chose d'extraordinaire avec ses improvisations. Et cela nous a permis d'être 2e du concours. Et c'était vraiment, je pense, la meilleure place. Ça nous a évité de nous brûler les ailes pour la demi-finale qui se déroulait à Namur. Le groupe d'ailleurs qui a emporté le concours, Apocalypse, a décidé de splitter après cette demi-finale qui a été catastrophique pour eux. Ah oui, ok. Voilà. Par après, il y a quand même... Ouais. Alors, ce qu'il faut dire aussi par rapport à cette date, c'est quand même assez intéressant, c'est que il y avait le jour de la dernière répétition, c'était le 21 novembre, si je ne m'abuse, il y avait 2 concerts. Il y avait d'abord Motorhead qui jouait à Rodange et Ultravox qui jouait à Chifflange. Et on pouvait même acheter des tickets pour les 2 concerts. C'est un peu l'eau et le feu, mêler l'eau et le feu, mais je connais des gens qui l'ont fait et c'était assez intéressant. Malheureusement pour nous, on a dû louper Motorhead qui jouait à 20h pour aller voir le concert d'Ultravox. 2 salles, 2 ambiances, quoi. Donc exactement. Et ça nous a boosté, je pense, pour jouer ce premier gig sur la scène du hall polyvalent d'Arlon. C'est-à-dire qu'après, Dole a bien décollé, puisqu'il y a quand même eu cette signature sur le label Pias, label indépendant, toujours à l'époque. Voilà, ça a marqué. Vous étiez l'un des premiers groupes, je pense, à signer sur ce label. Si pas le premier d'ailleurs, je ne sais plus. Mais... Nous étions le premier. Ok. Premier groupe à signer, puisque le label était à peine créé. On va dire que Play It Again Sam, au départ, devait être simplement une société de distribution de produits qui venaient principalement de Grande-Bretagne, donc de d'autres labels indépendants. Et ils avaient dans l'idée quand même de faire de la production, mais on ne pensait pas le faire de suite. Ce qui s'est passé entre-temps, on a fait des petits concerts petit à petit, le bouche à oreille qui a fonctionné. Il y avait aussi quand même quelques initiatives qui ont permis au groupe de l'époque de se développer, entre autres Télémoustique, qui était quand même un magazine qui était assez suivi, puisqu'il y avait des pages rock et un agenda rock. Avec les rock'n'roll, par exemple. Avec les rock'n'roll, et ensuite Pascal Stevens qui a repris le relais. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'être un peu le correspondant pour la province de Luxembourg en tant que journaliste, donc ça m'a permis un peu de créer des liens aussi avec les médias bruxellois. Et ça nous a permis de jouer un petit peu partout en Wallonie et de découvrir et de se faire découvrir par un autre public. L'arrivée avec Play It Again Sam, tout simplement, on a enregistré une démo qui nous a permis un peu d'aller voir des labels. On a été auprès de divers labels, genre Disques du Crépuscule, qui existaient à l'époque, qui étaient quand même des labels très intéressants pour pouvoir être signés. C'était un peu dans notre moule. On a été aussi chez Polydor. Polydor qui gentiment nous a renvoyé la cassette en disant que ça ne les intéressait pas. Mais ils nous ont envoyé la cassette. Oui, mais Polydor qui nous a signé en France après la signature de Play It Again Sam pour une licence en France. Donc c'est incroyable qu'un même label nous refuse à l'époque et nous signe presque avec l'envie de développer le projet 3 ans plus tard. Et le label qui nous a le plus interpellé, c'est évidemment Play It Again Sam. Très intéressé par le fait de nous produire, mais qui voulait absolument nous voir une fois live. Et je me souviens très bien que Kenny Gates est venu nous voir lors d'un concert en 1983 à Tournai, où j'étais étudiant, parce que l'IEX était à Tournai à l'époque. Et nous jouions à Mazur 14, une toute petite salle, une salle minuscule où Renaud s'était produit pour la première fois, je pense, de son premier concert. Et ça a été le déclic. Il a dit, voilà, vous êtes apte à venir chez nous. Et nous avons été donc signés à ce moment-là.
Alors, on rappelle que ce podcast est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify également, et on vous invite à regarder la vidéo sur YouTube, à vous abonner également sur notre chaîne. Eric, par rapport à la New Wave en particulier, tu as vraiment vu l'éclosion de ce mouvement. On a parlé de Cure, et puis il y a eu aussi Dépêche Mode en 82. Voilà, exactement. Et là aussi, je vais revenir encore même plus tôt, puisque j'ai eu l'occasion d'être étudiant à Louvain. Et c'était la dernière année de Leuven pour les étudiants francophones. C'est là où j'ai rencontré des gens qui voulaient former un groupe punk. Il y avait entre autres un des musiciens, il jouait du violon. Il est devenu chanteur de Front de 4-2. Et là aussi, j'ai rencontré quelqu'un qui organisait les concerts. J'ai vu de très beaux concerts, genre Wire, par exemple, un groupe très intéressant. Et c'était organisé par un certain Herman Skuremans. Et je me rappelle avoir été à son petit festival, comme il l'appelait, à Werther. Un petit festival, oui. Je l'ai vu sur le champ du festival, sur le terrain du festival, tout heureux d'annoncer: oh, on a 5000 personnes, c'est extraordinaire. Il en fait 60 000 maintenant. Ce sont des choses un peu originales, un peu surprenantes. Et Dépêche Mode est aussi une chose très surprenante. J'apprends par l'organisation de Roland Niles qui avait une boîte à Oberkorn, juste à côté de Differdange, qu'ils allaient faire venir dans cette petite discothèque Dépêche Mode. Dépêche Mode n'était pas aussi gros que maintenant, bien sûr, mais de là à les faire jouer sur une scène qui était plus un petit piédestal, je me dis, ça ne va pas passer. Et effectivement, le groupe a eu du mal à accepter de jouer dans ce lieu-là, mais c'était filmé par RTL, Schwingrock et Georges Lang, donc il y a eu pas mal de discussions. Ça a tourné au vinaigre, Georges Lang est parti furieux, il m'a même dit: ah, tu veux les interviewer, parce qu'on se connaissait de vue. Ils ne sont pas commodes. Et finalement, quand nous sommes arrivés près d'eux, ils ont été vraiment fantastiques. On a eu une interview assez exceptionnelle qui a aussi servi à mes émissions à l'époque, puisque je faisais des émissions à Arlon et ensuite à Attu. Et on a passé la journée avec eux, ça a été un grand moment. Avec une petite anecdote aussi à raconter, Voilà. Oberkorn. Voilà, exactement. J'ai dû les amener à leur hôtel et il paraît qu'à leur hôtel, le lendemain, je pense que c'est Martin Gore, il voulait avoir un œuf à la coque plutôt qu'un œuf sur le plat. Et la patronne lui a répondu: écoutez, monsieur, ici, vous êtes à Oberkorn, et Oberkorn, it's a small town, et c'est une petite ville. Et ça a servi, finalement, il cherchait le titre d'un morceau, d'un instrumental qui devait sortir, en tout cas la pochette devait être éditée le jour même. Et ils ont téléphoné: ah ben voilà, Oberkorn is a small town sera le titre de ce morceau. Est-ce que tu as eu l'occasion, par après, de garder aussi un peu le contact Exactement, parce que ce qui s'est passé là, après le concert, il devait y avoir une petite soirée. Elle a été un petit peu avortée. C'est vrai que c'était un concert en semaine, donc les gens sont partis très vite. Il devait y avoir une petite New Wave party. Et le groupe est revenu pour y assister, pour nous voir encore. Et, nous sommes retrouvés tout seuls avec le groupe, et Dépêche Mode nous a invités à aller le samedi à Mechelen. J'ai eu du mal à comprendre où c'était, mais c'était Malines. Oui, c'est ça. Et on a dit: ben non, samedi on répète, ça ne va pas être possible. Mais le jour de la répétition, on n'avait vraiment pas envie et on a pris la voiture. Nous voilà à Malines, nous voilà au concert. Le concert se déroule, j'essaye de m'approcher de la scène, c'était encore possible à cette époque, hein, puisque, comme je le dis, le groupe n'avait pas la même notoriété que maintenant. Je me suis retrouvé au dernier morceau à faire signe. Un des membres m'a vu, ils ont commencé à sourire, à rigoler, mais c'était le dernier morceau. Oui. Au rappel, ils arrivent: the next song is dedicated to our Luxembourgish friends. Non. Et voilà. Et c'est là que l'amitié a commencé. Oui, tout à fait.
par rapport à tout ça, tu disais qu'il y avait aussi un groupe qui avait été très important pour toi, je pense au Clash. On a compris que tu as fait beaucoup de routes et tu vas justement croiser sur ta route un certain, Joe Strummer, Oh, chanteur des Clash, bien voilà. entendu. C'était juste après les Clash. Il y a eu le Clash des Clash. C'est ça. Et Joe Strummer commençait une carrière solo. Il a joué à Bruxelles, à l'ancienne Belgique. Je me suis dit, bah, il faudrait quand même aller voir un peu ce qu'il nous propose avec ce nouveau projet. Et je pensais qu'il allait venir au bistrot qui se trouvait juste à côté euh, de, de, de l'ancienne Belgique, qui était pratiquement attenante à l'ancienne Belgique, donc c'est le DNA. Et pas de Joe Strummer. Je tombe par contre sur un ami de Bastogne et on décide ensemble à un moment d'aller manger un petit bout et on va dans cette rue qui s'appelle la rue des Pitas à l'époque en tout cas, où il y avait beaucoup de possibilités de manger. Et là, sur le trottoir d'en face, qu'est-ce qu'on voit? Un certain Joe Strummer qui est en train de boire sa Pils en canette euh, et qui était là. On lui fait signe, il nous voit, il nous fait signe. Et il était accompagné d'un couple. Je pensais d'abord que c'était ses managers ou des gens de sa firme de disques. Je discute avec ces personnes-là. La femme m'explique, mais vous savez, ce monsieur nous a interpellés, il voulait discuter, il avait l'air si triste. On a commencé à parler avec lui. Mais maintenant, mon mari et moi, on doit rentrer à la maison. Vous ne savez pas prendre le relais? Et je dis, il n'y a pas de problème, hein, madame. Vous pouvez partir tranquille. Je prends le relais, que je m'en sers. Et justement, cette femme me dit dans la foulée, mais cet homme, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que c'est un SDF? Je lui réponds, ne vous en faites pas, madame. Ce n'est pas un SDF, c'est une rockstar. Elle est partie sans savoir qui c'était. Et il était effectivement très triste là, Non, pas du désolé ou tout. c'était Pas du tout. Il avait envie d'avoir du contact, mais il était tout seul dans ce coin tout près de la Grand Place. Il s'attendait peut-être à discuter un peu plus avec les gens, peut-être avoir un avis sur le concert. Et comme nous en sortions, c'est ce qu'on a fait. et je pense qu'il t'a fait proposition. Quelques Oui. bières plus tard, en discutant, il m'explique que le concert suivant, c'était à Nancy. Je n'avais rien de spécial à faire. Le lendemain, je lui dis, eh ben, écoute, tu nous mets sur la guest list et on sera à Nancy. C'est le Nancy Jazz Pulsation. Je connais en plus très bien l'organisateur. Et nous nous sommes retrouvés dans les loges. Voilà. Aussi simple que ça. Et on a passé la soirée. Alors, ce qui s'est passé aussi là, qui est aussi assez anecdotique, c'est que Joe Strummer n'était finalement pas accompagné d'un management. À un moment, je pense que c'était RTL Lorraine, est venu pour une interview. Ils ont demandé après Joe Strummer et la journaliste me dit, il parle français au moins. Je pose la question à Joe, ah non, tout le monde sait que je ne parle qu'anglais. Oui. Et ne comprend pas. Et on me demande de traduire. Je dis, moi, je veux bien traduire les questions par les réponses. Je n'ai pas préparé. Et je ne tiens pas à ce que ma traduction passe à l'antenne. Par contre, je vous traduis les questions, il n'y aura pas de problème. Oh non, c'est trop compliqué, on s'en va. Joe voit l'équipe de télévision quitter les lieux. Il se demande, mais que se passe-t-il? Je lui explique la situation. Il me dit, tu sais, depuis que je suis ici, j'ai des problèmes. Ces Français sont assez compliqués. J'ai besoin d'un manager. Oui. Tu es ici depuis 1 heure. Tu bois des bières, tu prends des sandwichs qui sont en fait notre catering. Tu as droit maintenant jusqu'au bout à tout ça. Ça sera ton cachet et tu es mon manager jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai. Et voilà. Ça s'est pas passé comme ça. d'un jour et Ouais. Strummer, on peut le dire. Voilà. Et Strummer, en partant, je lui ai demandé, on peut garder le contact, avoir un numéro de téléphone. Il m'a répondu, et
J'ai trouvé ça très chouette. Et il m'a dit, écoute, le hasard, le destin nous a fait rencontrer. Euh, je ne pense pas qu'un numéro de téléphone soit important. Le destin, s'il le veut, nous réunira à nouveau. Le jour de sa mort, ma sœur me l'a appris, c'était vers la Noël 2002, si je me souviens bien. Et ce jour-là, j'ai dit, le destin en a décidé ainsi. Incroyable, on peut terminer aussi là-dessus, Eric, par rapport à ta carrière comme chroniqueur musical également. Tu as travaillé pour Le Jeudi, ça on s'en souvient. Oui, Mais depuis longtemps, tu as eu l'occasion de rencontrer des artistes à la fois en tant que musicien, pardon, et en tant que chroniqueur. Chroniqueur également. oui, oui, énormément d'artistes. Il y a eu des artistes avec qui j'ai eu pas mal de contacts. Mickey Bereni, qui m'a arpenté la scène de l'entrepôt. Mickey Bereni, par exemple, avec Lush. Ça a été une rencontre que j'ai passée à Nancy, au Terminal Export. Un peu par hasard, un ami à moi m'avait proposé de découvrir ce groupe. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai voulu les rencontrer. Je savais qu'ils devaient passer derrière le bar, un long bar américain, pour revenir de l'autre côté de la scène pour aller dans leur loge. J'ai attendu là au coin du bar. J'ai réussi à discuter avec le batteur qui m'a tout de suite invité dans les loges et on est restés très amis. J'étais à la sortie de leur premier album et c'est très chouette de pouvoir garder le contact comme ça et de se retrouver ensuite. Bon, il y a énormément d'artistes et comment les citer, il faudrait un petit peu. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'interviews, c'est vrai que avec Le Jeudi, c'était beaucoup des phoneurs, donc des interviews par téléphone, parce qu'il fallait toujours que ces interviews soient publiées avant le concert. Et tu as gardé des traces de ces interviews-là? Oui, oui, j'ai encore pas mal d'interviews à écouter. Il y a même des interviews, malheureusement, qui n'ont jamais été diffusées, entre autres au Transmusical de Rennes, où j'allais régulièrement avec des groupes découvertes, des groupes qui étaient censés venir un jour ici dans la région, puis le concert, Covid les a annulés, et malheureusement, bon, ça n'a jamais été utilisé, mais ça a été l'occasion aussi de rencontres et d'apprendre aussi un peu toutes les nouvelles musiques, tous les nouveaux styles qui sont les nouveaux genres ensuite. Voilà, bien, oui, tout à fait. Bah, écoute, merci d'être venu, Eric. C'était super sympa. Merci d'avoir livré ton témoignage, ton expérience, ton vécu. On vous invite bien entendu à liker la vidéo sur YouTube. On rappelle que le podcast est également disponible sur Spotify et Apple Podcast. Merci encore, Eric. Merci. Et à bien vite. À bien vite, certainement, avec d'autres concerts encore. Exactement, exactement.